Bienvenue sur mon podcast Explore ton potentiel qui vise à t'aider à explorer tes ressources mentales pour progresser continuellement, exprimer ta force et ta valeur unique et façonner ta vie selon tes propres termes. Aujourd'hui, on va continuer de parler de confiance en soi et plus particulièrement de la confiance en nos capacités à atteindre nos objectifs. Dans les 2 derniers épisodes, j'ai surtout mentionné les ressources mentales qu'on pouvait utiliser pour se façonner une nouvelle identité et croire en notre nouvelle identité pour produire un changement dans notre vie, et aussi sur les méthodes pour réévaluer nos croyances en examinant notre passé. Aujourd'hui, je te propose 10 techniques progressives concrètes que tu peux appliquer quand tu te lances dans un nouveau projet ou tu te fixes de nouveaux objectifs, mais que tu doutes de tes capacités de réussite ou que tu es paralysé par la peur d'échouer. Je te présenterai aussi la théorie de l'efficacité personnelle mise au point par Albert Bandura qui établit 4 facteurs du sentiment d'efficacité personnelle. Et les techniques dont je vais te parler, elles visent justement à agir sur ces facteurs pour rehausser notre confiance en nos capacités à accomplir nos objectifs et ainsi booster notre motivation et enfin donner vie à nos projets. On s'est toutes et tous déjà fixé des objectifs, des résolutions. On a imaginé des projets auxquels on aimerait donner naissance. On a voulu se lancer dans de nouvelles activités. Et souvent, on est très motivé au départ, avant de commencer, parce qu'on envisage le résultat final qui nous enthousiasme vraiment. On se voit terminer un marathon. On se voit chef d'une entreprise qui fait des millions de revenus. On se voit peindre de magnifiques aquarelles qu'on affichera fièrement dans notre salon. Mais dès que le moment vient de se lancer, on procrastine. On repousse, on se terre, on est paralysé par l'ampleur de la tâche. On découvre l'écart qui nous sépare de notre objectif et on sent toute motivation nous quitter parce qu'on ne se croit pas capable d'y arriver. Et même si on arrive à se lancer, on commence à se rendre compte de toutes les lacunes qui nous restent. On fait des erreurs, des écarts, on ne se tient pas à ce qu'on s'était dit. Et tous ces errements nous découragent et nous mènent parfois à l'abandon parce que nos doutes ressurgissent avec virulence et minent notre confiance en nos capacités. Et c'est pas que notre objectif tout à coup nous intéresse ou nous enthousiasme moins, mais c'est que l'écart entre nos compétences actuelles et celles que requiert l'accomplissement de notre objectif nous semble si béant, si profond, qu'on n'arrive pas à envisager un moyen de le traverser. Et on perd confiance. Et le manque de confiance, c'est un des facteurs de découragement les plus puissants. Donc pour s'assurer de passer à l'action et ensuite de maintenir notre effort à long terme pour réussir à atteindre nos objectifs, il faut absolument trouver des moyens d'entretenir notre confiance en nos capacités. Et pour ça, on va utiliser la théorie de l'efficacité personnelle d'Albert Bandura, qu'il a présentée en 1977 dans un article scientifique clé intitulé Self-Efficacy Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Et cette théorie a permis des avancées importantes dans le domaine de la psychologie, notamment en contribuant à élargir notre compréhension du changement de comportement et de la motivation. Et elle a été et elle est toujours appliquée dans de nombreux domaines comme l'éducation, la santé, le sport et le monde professionnel pour aider les individus à atteindre leurs objectifs, justement. Donc le sentiment d'efficacité personnelle, c'est simplement la perception qu'a une personne de sa capacité à exécuter les actions et comportements nécessaires à l'accomplissement d'une tâche, d'un projet ou d'un objectif spécifique. En plus simple, on peut dire que le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la confiance d'un individu en ses capacités à atteindre un objectif spécifique. Et développer ce sentiment, c'est important parce que c'est un des facteurs clés du changement de comportement. Plus on se sent capable de réussir, de surmonter les obstacles, d'exécuter les actions requises pour atteindre un objectif, plus on est motivé à s'investir pour accomplir ce qu'on s'est fixé, plus on est susceptible de persévérer face aux obstacles, et plus on apprend rapidement, et plus on a de chance d'accomplir nos objectifs et de faire aboutir nos idées et nos projets. Donc pour petit à petit façonner notre vie telle qu'on la conçoit, il faut donc à tout prix d'abord apprendre à gérer notre confiance en nos capacités à atteindre nos objectifs. Selon Albert Bandura, il y a 4 sources d'informations principales qui peuvent nous aider à développer notre sentiment d'efficacité personnelle. Les expériences actives de maîtrise, l'expérience vicariante qu'on appelle aussi apprentissage social, la persuasion par autrui et l'état psychologique et émotionnel. Je vais détailler chacun de ces éléments plus loin dans cet épisode en te donnant des techniques concrètes pour exploiter chacun de ces facteurs à ton avantage. Mais avant ça, voyons déjà à quoi est dû le manque de confiance en nos capacités, fondamentalement. Il s'agit en fait d'un manque de compétences, d'aptitude ou d'expérience qui peut être réel ou perçu dans un domaine spécifique. Si tu n'as jamais couru de ta vie, ou même si tu as déjà couru des 5 ou 10 km, mais que tu cours sans méthode de progression, sans vraie régularité, sans programme, et que tu te donnes pour objectif de terminer un marathon,
c'est normal que tu aies des doutes, parce que tu n'as pas les connaissances pour te créer un programme d'entraînement progressif et adapté qui te permettra de développer les capacités physiques requises pour y arriver. Il te faut des connaissances sur la physiologie du système cardiovasculaire, sur le renforcement général, la nutrition pour un effort de longue durée, l'équipement, etc. Et il faut aussi t'exposer à de plus longues distances pour te préparer au mieux. De même, si tu as pour objectif de lancer un site de vente en ligne, mais que tu ne sais pas comment créer un site web, que tu n'as aucune connaissance en marketing, que tu ne sais rien des chaînes logistiques et d'approvisionnement pour les commerces en ligne, c'est normal que tu aies le sentiment que cette tâche ne soit pas à ta portée. Et si ton rêve est de devenir médecin, mais que tu n'as pas fait d'études de médecine et que tu n'as aucune connaissance en physiologie, en anatomie, en biologie, en étiologie, et que tu sais rien des différents systèmes physiques, c'est normal que tu ne sois pas confiant en ta capacité à soigner ou à traiter des patients. Dans ce cas, ton manque de confiance en tes capacités est simplement dû à un manque de connaissances qui est bel et bien réel. Et c'est une cause sur laquelle tu as énormément de contrôle et sur laquelle tu peux facilement agir. Il s'agit simplement de mettre à niveau tes compétences. Et c'est notre première méthode pour renforcer ton sentiment d'efficacité personnelle. Si tu veux participer à un marathon, mais que tu n'as jamais couru de ta vie, apprends les notions de base sur la physiologie sportive et les capacités cardiovasculaires, sur les méthodes de progression en endurance, sur la prévention des blessures, la nutrition sportive, pour comprendre comment ton corps fonctionne et doit fonctionner pour s'adapter à l'effort voulu et développer tes capacités physiques. Si tu veux lancer un commerce de t-shirts en ligne, renseigne-toi sur les plateformes qui te permettent de créer un site de vente, sur les différentes composantes de la chaîne d'approvisionnement, l'impression, l'entreposage des stocks, les méthodes de paiement, le marketing, le branding, l'établissement d'un budget, les modèles économiques, etc. Et si tu veux devenir médecin, commence par faire tes études de médecine pour acquérir les connaissances théoriques fondamentales. Donc pour combler tes lacunes, utilise toutes les ressources à ta disposition. Lis des livres, regarde des vidéos, mène tes recherches ou pose des questions à des personnes expérimentées dans le domaine dans lequel tu souhaites avancer. Cette étape, elle doit te permettre de développer les connaissances théoriques fondamentales nécessaires à la pratique. Et rien que ça devrait déjà rehausser un peu ta confiance en tes capacités à exécuter les actions nécessaires à l'accomplissement de ton projet ou de ton objectif. La deuxième méthode, elle est dans la continuité de la première et elle consiste à définir le processus et les systèmes à suivre pour atteindre nos objectifs ou faire aboutir nos projets. Parce que les connaissances théoriques, oui, c'est un bon début. Elles te donnent une vue d'ensemble du domaine, de l'activité ou du sujet qui t'intéresse et elles permettent d'éliminer une part de la confusion qui entoure un nouvel objectif ou un nouveau projet. Mais une autre source de découragement importante qui intervient quand on se fixe des objectifs, et surtout s'ils sont ambitieux ou à très long terme, c'est l'ampleur de la tâche. L'objectif qu'on se fixe peut paraître si lointain, si impressionnant, si imposant, qu'il en devient intimidant. Et si l'écart entre nos compétences actuelles et les compétences requises pour atteindre l'objectif visé nous semble abyssal, notre confiance est très vite entamée parce qu'on se focalise en fait sur les lacunes, sur tout ce qui nous manque, sur la distance à parcourir. Et donc dans une phase de préparation, parallèlement à l'acquisition des connaissances théoriques, tu devrais aussi définir un plan d'action. Un plan d'action est constitué de processus et de systèmes. Le processus comprend les différentes étapes à franchir, les jalons à atteindre pour accomplir un objectif final. Et chaque étape ou jalon représente un objectif intermédiaire sur la voie de ton objectif principal. Et les systèmes, ce sont toutes les actions et comportements concrets, quotidiens ou hebdomadaires que tu dois accomplir pour franchir chacune de ces étapes. Donc par exemple, si ton objectif c'est de courir un marathon dans un an, le processus pourrait être constitué d'étapes de distance. Par exemple, être capable de courir 10 km d'ici 3 mois, 20 km d'ici 6 mois et 30 km d'ici 9 mois. Tu peux associer chaque étape à un objectif intermédiaire très concret en t'inscrivant à des courses qui correspondent à ces distances ou en créant toi-même des parcours que tu vas devoir tester à une date fixée d'avance. Donc concentre-toi ensuite sur la première étape qui est de courir 10 km. Tu peux peut-être encore découper cet objectif en sous-objectifs. Courir 30 minutes sans t'arrêter, puis courir 1 heure sans t'arrêter, avant d'arriver à 10 km sans t'arrêter. Et sur la base de ce processus, tu vas ensuite pouvoir créer les systèmes pour cette première étape, les actions concrètes que tu vas devoir effectuer. En gros, c'est ton plan d'entraînement. Pour réussir à courir 30 minutes sans t'arrêter, peut-être que tu vas devoir t'entraîner 3 fois par semaine et que tes premières semaines seront constituées d'intervalles. Durant ta première séance, tu devras peut-être faire seulement 2 minutes de course, puis 2 minutes de marche, puis recommencer à courir pendant 2 minutes, puis à nouveau marcher 2 minutes et répéter ça une dizaine de fois. Tu vas créer un plan qui, de séance en séance, te mènera à augmenter le temps de course sans t'arrêter, tout en réduisant le temps de marche, jusqu'à atteindre le premier palier qui est 30 minutes de course sans t'arrêter.
Pour créer ton processus et tes systèmes, tu vas devoir faire des recherches et t'appuyer sur tes connaissances théoriques pour créer un plan d'action concret, cohérent et adapté à ta situation. Et plus tes connaissances théoriques sont au point, plus ton plan d'action sera adapté et précis. Mais ton plan, il n'est pas non plus fixe. Donc au fur et à mesure de ton évolution, tu pourras aussi le modifier, rapprocher ou éloigner certains jalons et éventuellement adapter les systèmes en cours de route si tu te rends compte que certains systèmes ne fonctionnent pas dans ton cas. Mais il s'agit au moins d'avoir un premier repère, un premier guide. Et lorsque tu prends le temps de rechercher les informations nécessaires pour créer un plan précis et spécifique qui détaille toutes les étapes pour atteindre ton objectif de manière complète, tu traces un chemin qui te permet de traverser la faille béante entre tes compétences actuelles et celles requises par l'accomplissement de ton objectif. Et ça augmente déjà ta confiance. Là aussi en éliminant de la confusion, parce que tu gagnes une vue d'ensemble du chemin à parcourir, et notamment une vue très détaillée du premier tronçon et donc des premiers pas à effectuer. Mais en plus, établir un plan d'action, ça nous permet d'exploiter le facteur principal du sentiment d'efficacité personnelle, les expériences actives de maîtrise. Selon la théorie d'Albert Bandura, notre confiance en nos capacités est influencée par nos expériences passées de réussite ou d'échec dans des situations similaires. On a davantage confiance dans nos capacités à accomplir quelque chose qu'on a déjà accompli par le passé. Or, en définissant des objectifs intermédiaires, des sous-objectifs, puis des actions concrètes à exécuter chaque jour, on réduit l'ampleur de l'objectif final et on se crée des mini-défis à relever chaque jour, mais qui sont à notre portée. L'idée, c'est que chaque pas qu'on doit faire nous demande un effort légèrement supérieur à un effort qu'on a déjà déployé par le passé. Et avec notre objectif de marathon, tu as probablement déjà réussi à courir pendant 2 minutes, même très lentement, même si c'était à de rares occasions. Alors, si ton premier pas, c'est juste de courir 10 fois 2 minutes, avec du repos entre chaque effort, tu sais que t'en es capable. Tu l'as jamais fait sous cette forme, mais ça reste à ta portée. Et même si l'objectif final te semble toujours aussi monumental, tu peux au moins avoir confiance en ta capacité à faire le prochain pas. Donc, lorsque tu doutes de tes capacités, réduis l'enjeu, réduis la difficulté de la tâche. Prévois une progression très douce au début, commence par des micro-pas, des actions très simples qui vont te donner confiance et t'aider à lancer la machine. Et au fur et à mesure que tu gagneras en confiance, tu pourras accélérer le processus, rehausser la difficulté et faire des pas de plus en plus grands. Ces deux méthodes, la mise à niveau des connaissances et la définition du plan d'action, constituent la phase de préparation d'un projet, qui est nécessaire pour avancer dans la bonne direction. Mais cette phase, elle comporte aussi un piège de taille, celui de se laisser happer par cette phase d'apprentissage. C'est souvent une étape facile, agréable et confortable, parce qu'on fait encore rien. On ne pratique pas, on n'est pas encore lancé sur la voie de notre objectif. Et il n'y a encore aucun enjeu, aucune responsabilité. Et si on n'y fait pas attention, on peut rester coincé dans cette phase ad aeternam et se dire « je suis pas encore prête, j'ai encore des lacunes, j'ai pas encore tout appris ce que je dois savoir ». On peut vite tomber dans le perfectionnisme maladif, vouloir tout connaître à l'avance pour pouvoir faire face à toute éventualité, à toute situation, à tout problème. Et on se laisse avoir par notre besoin de tout maîtriser, tout contrôler. Et ça n'en finit jamais. Parce qu'il restera toujours une part de doute et d'incertitude. La théorie de l'efficacité personnelle nous dit que pour avoir confiance en ses capacités, il faut accumuler des expériences actives de maîtrise. Pour une confiance en soi totale, donc, il faudrait avoir déjà accompli ce qu'on se propose d'accomplir. Ce qui est paradoxal, puisqu'on parle d'objectifs ou de nouveaux objectifs, et que ça appelle nécessairement de nouvelles compétences, et ça nous demande de sortir de ce qu'on connaît déjà, sortir de notre zone de confort. Donc il faut une certaine dose de confiance en ses capacités pour se lancer. Mais la confiance en ses capacités, elle vient aussi en faisant. Et pour apprendre, on doit à un moment ou à un autre se confronter à la pratique. On doit se mettre en situation et s'exposer à des cas réels qui seront bien souvent différents de ce qu'on retrouve dans les manuels, les livres ou la théorie. Les connaissances théoriques et procédurales, elles nous permettront jamais de parier à toute éventualité et de maîtriser toutes les singularités qui se présenteront en pratique. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter. Donc ça, c'est notre troisième technique ou perspective à adopter. On doit apprendre à tolérer le doute qui est inévitable quand on cherche à s'élever au-dessus de ses compétences actuelles. Et il faut mettre une limite à cette phase d'apprentissage et de préparation, se fixer une échéance pour enfin se mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il faut ensuite arrêter de s'informer, de se renseigner et d'apprendre, mais ça veut dire qu'une fois l'échéance passée, on doit se lancer. Puis continuer d'affiner au fur et à mesure qu'on avance et qu'on acquiert de l'expérience et de nouvelles connaissances. Alors fixe-toi une échéance et engage-toi à te lancer une fois la période fixée écoulée. Détermine les connaissances fondamentales dont tu as besoin, les sujets, les points, les aspects dans lesquels tes lacunes sont vraiment importantes, handicapantes ou paralysantes.
Définis les étapes majeures du processus et un premier système qui te mènera à la première étape de ton processus et concentre-toi sur ces éléments-là, puis saute le pas. Tu pourras continuer d'affiner les détails en chemin. On a vu maintenant comment renforcer ta confiance en tes capacités pour t'encourager à te lancer dans un objectif ou un projet que tu t'es fixé en comblant un manque de connaissances réelles ou en acceptant un manque de compétences réelles que tu pourras acquérir seulement une fois lancé. Mais maintenant, c'est fort probable, si tu écoutes cet épisode, que ça ne suffise pas à combler ton manque de confiance pour oser franchir le pas. Et ton manque de confiance à ce moment-là, il vient plutôt d'un manque de compétences perçues ou imaginées, et non réelles ou objectives. Alors, quels autres outils sont à ta disposition pour davantage croire en toi et enfin te lancer dans tes objectifs ? Alors, la 4e technique pour rehausser ton sentiment d'efficacité personnelle, c'est de rassembler des preuves de tes compétences transversales. La théorie de l'efficacité personnelle de Bandura nous dit que les expériences actives de maîtrise sont les plus importantes pour développer notre confiance en nos capacités à atteindre nos objectifs. Mais comme on vient de le voir, si tu entames un nouveau projet ou te lances dans un nouvel objectif, il y a évidemment plein de tâches, de compétences spécifiques et techniques que tu ne maîtrises pas encore et que tu peux acquérir uniquement par la pratique. Mais il y a aussi tout un tas de compétences plus générales, qu'on appelle souvent des compétences transversales, et que tu as sûrement développées et acquises tout au long de ta vie, et pas seulement au long de ta carrière professionnelle, et sur lesquelles tu pourras t'appuyer pour atteindre tes nouveaux objectifs. Les compétences transversales, c'est toutes les aptitudes comportementales ou organisationnelles et les qualités personnelles qui peuvent être exploitées dans de nombreux contextes différents. En gros, c'est l'opposé des compétences techniques. Et si tu ne peux pas encore t'appuyer sur des expériences actives de maîtrise spécifiques au nouveau projet ou au nouvel objectif ou à la nouvelle activité dans laquelle tu souhaites te lancer, tu peux déjà ancrer ta confiance dans des savoir-faire ou dans des compétences générales que tu as acquis ou démontrées dans d'autres domaines ou circonstances de ta vie. C'est des qualités ou des aptitudes telles que la persévérance, la détermination, la capacité d'adaptation, la capacité à apprendre, la capacité d'organisation, la capacité à cerner les problèmes et à trouver des solutions, etc. J'en ai parlé en détail dans l'épisode de podcast précédent, Rétablis ta confiance en toi en examinant ton passé, le processus des 3 C. Donc si tu as du mal à trouver des preuves de tes capacités dans ton passé, je t'invite à l'écouter. Mais en résumé, il s'agit d'examiner ton histoire, d'adopter une perspective plus globale sur ta vie entière pour trouver des exemples dans lesquels tu as fait preuve de résilience et de persévérance, malgré les difficultés, malgré la longueur de la tâche ou du projet à terminer. Donc énumère toutes les capacités, les compétences, les activités, les tâches que tu as apprises au cours du temps, toutes les fois où tu as su t'adapter lorsqu'une voie ne fonctionnait pas ou corriger ton cap et te relever après une erreur. Détaille toutes les fois où tu t'es retrouvé confronté à des obstacles, à des problèmes ou à des difficultés que tu as su surmonter et dépasser et tous les défis que tu as relevés jusqu'ici. En adoptant une vue globale de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent et des qualités dont tu as fait preuve durant ton parcours de vie, tu gagneras en confiance dans ta capacité à apprendre, à te relever, à t'adapter, à trouver des solutions et finalement à réussir ce que tu entreprends, peu importe la situation ou le domaine. L'avantage de te concentrer sur tes compétences transversales, c'est que tu vas renforcer ton sentiment d'efficacité personnelle de manière plus globale, que tu pourras exploiter dans de nombreux contextes et situations différentes. Parce que ta confiance, elle dépendra pas vraiment de tes connaissances et aptitudes techniques et spécifiques à un accomplissement donné, mais plutôt de tes capacités à acquérir de telles compétences, peu importe le projet, le domaine ou l'objectif visé. La 5e méthode qui peut t'aider à rehausser ta confiance en tes capacités à atteindre tes objectifs, c'est de trouver des modèles à émuler. Selon Bandura, le 2e facteur qui influence notre sentiment d'efficacité personnelle, c'est l'expérience vicariante ou apprentissage social. C'est-à-dire observer des modèles qui ont réussi alors qu'ils se trouvaient dans une situation similaire à la nôtre ou qui ont accompli ce qu'on se propose d'accomplir. Dès notre naissance, on absorbe tout ce qui se trouve dans notre environnement et on apprend principalement par observation et imitation des modèles qui gravitent autour de nous. Et si ces modèles sont des exemples d'échecs, de peur, de méfiance, de doute, d'insécurité, on imite ces comportements et l'état d'esprit qu'ils montrent. Mais on peut aussi renverser la tendance en remplaçant consciemment ces modèles par d'autres plus positifs, plus inspirants, qui correspondent davantage à la personne qu'on souhaite devenir ou incarner et qui serviront mieux nos objectifs. Quand tu prends exemple sur d'autres personnes qui ont atteint les objectifs que tu t'es fixés, que tu contemples leur parcours souvent sinueux et vallonné et les erreurs parfois monumentales qu'elles ont commises avant de percer et de réussir, tu gagnes en confiance en ta capacité à y arriver toi aussi, parce que les erreurs et les faux pas ne te semblent plus aussi insurmontables.
Et tu découvres que tu n'as pas besoin d'être parfait et que les errements font partie du chemin. En prenant exemple sur des personnes qui se trouvaient dans une situation sociale, émotionnelle, économique similaire à la tienne avant leur réussite, tu découvres que tes circonstances de départ, que tu voyais peut-être jusqu'ici comme des obstacles ou des freins, ne t'empêcheront pas nécessairement d'atteindre tes objectifs. Ce qui renforce ta confiance en la possibilité d'accomplir ce que tu souhaites accomplir dans ta situation spécifique. Et bien sûr, en étudiant des modèles de réussite en lien avec ton nouveau projet, tu découvres aussi un chemin, une voie possible. Tu découvres les techniques, les méthodes, les processus que des personnes qui ont accompli ce que tu souhaites accomplir ont utilisé pour faire aboutir leur projet. Et ces éléments, c'est des informations qui peuvent nourrir l'établissement de ton plan d'action, la méthode 2 qu'on a vue plus tôt, et te donner confiance dans les étapes à suivre pour atteindre tes objectifs. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que tu choisisses des modèles qui se sont lancés les mêmes objectifs que toi ou qui ont entamé des projets similaires aux tiens et qui ont une expérience crédible et bien établie dans le domaine dans lequel tu souhaites progresser pour que tu puisses avoir confiance en leur parcours, en leur système, en leur processus, desquels tu vas pouvoir t'inspirer pour créer ton propre processus. Mais il te faut aussi des modèles qui te ressemblent, à qui tu vas pouvoir t'identifier vraiment, c'est-à-dire des personnes qui sont parties du même point que toi ou d'une situation similaire et qui ont accompli ou atteint des objectifs impressionnants ou inspirants pour te donner confiance dans la possibilité de t'élever au-dessus de tes circonstances actuelles, comme ils l'ont fait. Donc par exemple, si tu n'as jamais couru de ta vie et que tu as pour objectif de terminer une course de trail, choisis peut-être pas Kilian Jornet comme modèle à émuler. Certes, il est reconnu comme l'un des plus grands coureurs de trail ultra-distance, réputé pour son endurance extraordinaire, et en soi, c'est hyper inspirant. Mais c'est difficile en fait de s'identifier à lui parce qu'il a grandi dans des conditions super favorables au développement de ses capacités. Il a grandi dans les Pyrénées, dans un environnement montagneux, et son père était guide de montagne. Et il l'a très jeune initié à toutes sortes d'activités et de sports de montagne. Donc, si t'as pas bénéficié des mêmes conditions quand t'étais petit, tu risques de croire que ce sport n'est pas accessible pour toi. Choisis plutôt des modèles en qui tu peux vraiment te retrouver. John Bingham, par exemple, il représente un de ces héros populaires. Il était en surpoids, vaguement déprimé au quotidien, fumeur, et il s'est mis à courir à 40 ans pour ensuite terminer de nombreux marathons. Jenny Hodges aussi était en surpoids, elle n'était pas du tout athlétique à la base, puis elle a décidé un jour de se mettre à courir pour enfin perdre du poids et terminer un marathon. Donc plus nos modèles reflètent notre situation actuelle avant la réussite, plus on aura confiance en notre capacité à répliquer leur parcours et leur réussite. Peut-être que tu te dis d'accord, mais comment est-ce que je trouve de tels exemples ? Mon astuce, c'est simplement de demander à ChatGPT. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les deux exemples que je viens de te donner, qui sont beaucoup moins connus que Kilian Jornet. Et il suffit simplement de décrire à ChatGPT ta situation de départ en quelques mots et de décrire l'objectif visé ou le projet auquel tu veux donner vie et demande-lui de t'énumérer quelques exemples qui correspondent à ce profil. Renseigne-toi ensuite sur les exemples donnés et abreuve-toi de leur histoire et de leur parcours et concentre-toi sur ceux qui t'inspirent le plus. Le professeur en psychologie James Maddox a proposé un 6e facteur influençant le sentiment d'efficacité personnelle pour compléter la théorie d'Albert Bandura. Et c'est la visualisation ou les expériences imaginaires. Et ce sera notre 6e méthode. Il s'agit non seulement de t'imaginer avoir atteint l'objectif visé ou avoir mené à bien ton projet, de te représenter en fait de l'autre côté du fossé. En t'imaginant réussir, tu commences justement à envisager la possibilité d'un tel résultat. Ça te permet de rendre ta réussite tout à coup plus tangible, plus concrète. Mais les effets de la visualisation sur tes capacités, ils seront encore améliorés si tu t'imagines en train de surmonter les obstacles qui vont inévitablement se dresser sur ton chemin, en te visualisant résoudre les problèmes qui se poseront, franchir chaque étape jusqu'à l'aboutissement de ton projet. De cette façon, en fait, tu rends aussi le processus lui-même plus concret et t'anticipes les problèmes et les difficultés à venir et tu te représentes comme capable de les affronter et de les surmonter. On en arrive à notre 7e technique ou changement de perspective. Considère tes doutes et tes peurs comme des occasions de démontrer ton courage. Donc d'après la théorie d'Albert Bandura toujours, le 4e facteur qui façonne notre sentiment d'efficacité personnelle, c'est notre état émotionnel et physiologique. Lorsqu'on se retrouve dans des situations stressantes, notre cerveau, et plus particulièrement un petit noyau en forme d'amande situé au centre de notre cerveau, l'amygdale, interprète la situation comme une menace pour notre intégrité et génère une réponse physiologique qu'on perçoit souvent comme de la peur, du stress ou de l'anxiété. Cette réaction inconsciente, elle se produit lorsqu'on a vécu une situation similaire par le passé qui a eu un résultat négatif sur notre état physique. Une blessure, un accident, une maladie, ou notre état psychologique ou émotionnel. Des moqueries, des critiques, du mépris, de l'indifférence, etc.
Cette situation, ou les stimuli qui nous parviennent dans une situation semblable, elle est donc directement interprétée comme négative. Et sans surprise, un état émotionnel négatif, ça réduit notre sentiment d'efficacité personnelle. Mais, nous dit Albert Bandura, ce n'est pas vraiment notre état physiologique, ni même notre état émotionnel qui joue le plus grand rôle sur notre sentiment d'efficacité personnelle, mais c'est la manière dont on les interprète, ou ce qu'on choisit en fait d'en faire. Les manifestations physiologiques de l'anxiété ou de la peur et de l'excitation ou de l'enthousiasme se ressemblent à s'y méprendre. Notre respiration et notre rythme cardiaque s'accélèrent, notre système nerveux s'active, notre corps libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, notre niveau d'énergie et d'attention augmente et on produit davantage de sueur, etc. Ça veut dire que pour un même état physiologique, plusieurs états émotionnels sont possibles. Et la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett suggère justement d'exploiter cette similarité pour réévaluer notre état émotionnel et choisir comment on souhaite l'interpréter dans une situation donnée. Reconsidérer nos sensations de peur et d'anxiété comme de l'enthousiasme ou de l'excitation, ça permet de transformer un état émotionnel négatif en un état positif, et donc de gagner confiance en rendant la situation moins dangereuse et plus intéressante. On peut choisir d'interpréter cet état physiologique comme du stress ou de l'anxiété et en faire un état négatif, ou alors comme de l'enthousiasme et de l'excitation pour le transformer en force positive. Mais parfois, l'état physiologique et émotionnel dans lequel on se trouve reste inconfortable, désagréable et difficile à avoir sous un jour plus positif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser cette sensation négative à notre avantage. Personnellement, je ressens très souvent de la peur. Que ce soit la peur d'être jugée, critiquée, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Et dès qu'elle surgit, pour moi, c'est comme une étincelle qui jaillit. Je peux soit attendre qu'elle embrase mon esprit et consume totalement mon objectif, mon projet, jusqu'à le réduire en cendres, ou alors utiliser cette étincelle pour allumer une autre mèche, la mèche du courage. Parce que lorsque la peur se présente, c'est pour moi le signal d'en appeler à une autre émotion, une autre valeur qui est plus importante pour moi que la peur. Et c'est le courage et la fierté que je vais en retirer. Oui, j'ai peur des erreurs, d'être critiquée, d'échouer, de me rendre compte de mes limites, de découvrir que je ne suis pas capable d'atteindre mes objectifs. Mais j'ai encore plus peur de ne pas essayer et de manquer de courage. J'ai vraiment érigé le courage comme une de mes valeurs essentielles. Et ça signifie que je ne peux pas autoriser le manque de confiance ou la peur à m'arrêter. À chaque fois que je ressens le poids de la peur, du perfectionnisme ou du manque de confiance me tirer vers le bas, j'en fais appel au courage. Chaque manifestation de peur, c'est pour moi l'occasion de renforcer, de mettre à l'épreuve et de démontrer mon courage. Et je tire énormément de fierté de ma volonté d'essayer, de ma volonté d'accepter mes erreurs, de ma volonté de me défaire de mon perfectionnisme. Et c'est ce qui me booste vraiment au quotidien. À chaque fois que je rassemble le courage de faire un pas supplémentaire, de franchir une étape, malgré ma réticence, et de m'exposer à la critique, de publier une vidéo, un article, un réel, un épisode de podcast, alors que je ressens un mouvement de recul mental ou que je me sens gênée et embarrassée, je me plonge dans la fierté d'avoir conquis ma peur. Donc, tu peux toujours transformer tes états physiologiques et émotionnels négatifs, produits par la peur et ton manque de confiance, en états plus positifs, en les réinterprétant comme de l'excitation, de l'enthousiasme ou une force porteuse, ou alors les utiliser comme signaux pour aller puiser dans d'autres émotions, dans d'autres valeurs positives et motivantes pour déclencher l'action. Alors on a maintenant vu 7 techniques que tu peux utiliser avant de te lancer pour rehausser ton sentiment d'efficacité personnelle suffisamment pour t'aider à sauter le pas et à enfin commencer à avancer dans la direction de tes objectifs. Mais si la confiance est nécessaire pour se lancer, elle l'est aussi tout au long du processus, face à l'incertitude inhérente à toute voie dans laquelle on s'embarque pour la toute première fois. La confiance en soi, c'est une source de motivation. Et lorsque les progrès sont plus lents que prévu, lorsqu'on trébuche, lorsqu'on commet des erreurs, lorsque l'objectif visé est très lointain, les doutes peuvent ressurgir de manière très persuasive. Alors une fois lancé, comment faire pour garder confiance en tes capacités malgré les obstacles et garantir que tu vas persévérer jusqu'à atteindre tes objectifs? La technique numéro 8 consiste à célébrer chacun de tes succès et de tes progrès. On a vu que les expériences actives de maîtrise sont le facteur le plus efficace pour renforcer notre sentiment d'efficacité personnelle. Une fois qu'on commence à agir en direction de notre objectif, on engrange inévitablement, petit à petit, des expériences de maîtrise. Mais pour que ces expériences aient vraiment un effet sur notre confiance en nos capacités, encore faut-il être conscient des progrès qu'on fait. Et c'est justement en te concentrant sur chaque petite victoire, sur chaque expérience positive, chaque accomplissement réalisé, chaque pas que tu fais dans la direction de tes objectifs, aussi insignifiant te semble-t-il, que tu vas pouvoir renforcer ton sentiment de maîtrise et donc d'efficacité personnelle.
Si tu t'es correctement préparé, c'est-à-dire si tu as établi un plan d'action composé d'un processus et de systèmes pour atteindre tes objectifs, tu as aussi déterminé les actions quotidiennes que tu vas devoir accomplir, les micro-objectifs que tu dois atteindre chaque jour et chaque semaine pour franchir chacune des étapes qui doivent te mener à accomplir ce que tu te proposes d'accomplir. Et chacune de ces actions est une occasion de célébrer une victoire, un pas en avant. Alors comment éviter de te laisser obnubiler par la mécanique routinière qui endort la conscience et garantir que tu prêtes vraiment attention à chaque petite victoire? Pour ça, il faut que tu mesures et enregistres tes progrès. Par exemple, tu peux utiliser des applications de suivi d'objectifs ou d'habitudes. À chaque fois que tu exécutes les actions prévues ou que tu te tiens à ton plan ou que tu atteins un micro-objectif, coche la case qui correspond et valide ton accomplissement. Valide ton pas. Tu peux aussi inscrire tes progrès dans un carnet ou noter chaque tâche ou action effectuée dans ton agenda avec le nombre d'heures passées et faire un tableau récapitulatif de tout ce que tu as accompli à la fin de chaque semaine. Prends le temps d'analyser ta semaine chaque week-end et prévois les tâches et objectifs de la semaine suivante. C'est encore mieux si tu le fais tous les soirs pour garder constamment à l'esprit les progrès et succès personnels que tu as faits et ainsi limiter le sentiment de fraudulence et entretenir ton sentiment d'efficacité personnelle au jour le jour. La technique numéro 9 consiste à considérer tes erreurs comme des occasions d'apprendre. Selon la théorie d'Albert Bandura, s'il faut se lancer et pratiquer pour acquérir des expériences de maîtrise et renforcer notre sentiment d'efficacité personnelle, la pratique est aussi source d'incertitude. Tout simplement parce que chaque parcours est unique et que les circonstances ne sont jamais tout à fait les mêmes d'une situation à l'autre. On sera toujours confronté à des cas nouveaux, à des situations uniques dans lesquelles on ne saura pas d'emblée comment agir pour obtenir le résultat voulu. Il y a toujours une pléthore de voies possibles pour atteindre une même destination, et certaines sont plus efficaces que d'autres, certaines ne fonctionnent que dans certains cas, et certaines restent simplement à découvrir. Et donc avec un tel niveau d'incertitude et d'imprévisibilité, les erreurs, les manquements, les faux pas sont inévitables. Et si on ne se prépare pas à commettre des erreurs, celles-ci ont le pouvoir de miner notre confiance en nos capacités et donc notre motivation. En particulier quand on les interprète comme des preuves de notre incompétence, de nos insuffisances et de nos lacunes, ce qu'elles ne sont pas. Pour éviter de tomber dans ce piège, il faut que tu remettes en perspective tes erreurs et tes échecs. Les erreurs, elles ne sont pas des échecs ou des preuves d'incompétence, elles sont des données, des informations qui nous indiquent qu'on a fait quelque chose qui ne fonctionne pas pour atteindre notre objectif, dans notre situation particulière. En soi, une donnée, elle est neutre. Et elle n'a pas de connotation positive ou négative. C'est juste un fait, un résultat qui peut être interprété, analysé et exploité. Une erreur, elle est synonyme d'échec que lorsqu'on refuse d'en tirer des leçons. Soit parce qu'on refuse d'admettre notre erreur, auquel cas on s'obstine, on répète sans cesse la même erreur, soit parce qu'on laisse la honte nous accabler et on adopte un comportement de fuite pour éviter de s'y confronter. Résultat, on abandonne tout simplement. Mais si tu acceptes de regarder ton erreur en face et d'en comprendre les causes, tu te places sur la voie de l'apprentissage. Et c'est là que tu bâtis ton expérience et tes compétences et tes expériences actives de maîtrise qui viennent renforcer ta confiance. Donc au fur et à mesure de tes erreurs, si tu prends le temps de les analyser, de comprendre pourquoi elles sont survenues et de corriger le tir, tu accumules de l'expérience, du bagage, un amas d'erreurs que tu sauras alors ne pas reproduire lorsque des situations similaires se présenteront à nouveau. Imagine par exemple que tu suives un plan d'entraînement d'1 an pour courir un marathon en partant de 0 activité physique. Tu as commencé ton plan il y a 2 mois et jusqu'ici tu as fait tes séances sans faute. Mais depuis 2 semaines, c'est un peu le stress au travail. Tu as dû faire quelques heures supplémentaires, tu étais fatigué, un peu démotivé et le week-end tu as préféré te changer les idées et passer du temps avec tes amis plutôt que de t'entraîner. Résultat, t'as pas couru du tout pendant 2 semaines. Tu pourrais en conclure que tu n'arriveras jamais à atteindre ton objectif et que c'est totalement foutu. C'est une possibilité. Ou alors tu peux analyser les raisons de ces manquements et te demander comment tu pourrais corriger le tir. Avec 2 semaines de repos, tes progrès sont pas revenus à 0, surtout sur un plan d'entraînement d'1 an. Peut-être que ça t'a même permis de récupérer correctement et que tu vas pouvoir continuer ton plan d'entraînement sans recul de tes capacités. Et même si tu loupes quelques semaines d'entraînement, par-ci par-là, t'arriveras peut-être pas à terminer ton marathon en moins de 5 heures, mais tu réussiras peut-être quand même à le terminer. Et si une semaine stressante comme celle-ci se représente, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment pour éviter de totalement abandonner ton plan? Est-ce que tu peux prévoir une version modifiée et allégée de ton plan hebdomadaire pour une semaine similaire, par exemple avec seulement 2 séances d'entraînement? Est-ce que tu peux embarquer un ou une amie avec toi dans cette préparation marathon qui pourrait te booster en t'accompagnant pour ta sortie du week-end, même dans une semaine difficile? Utilise ce manquement pour affiner ton plan d'entraînement et réévalue tes manquements d'un point de vue plus global.
Et on arrive enfin à la 10e et dernière technique que je vais te proposer aujourd'hui, qui consiste à solliciter des avis et à recueillir des commentaires constructifs. Parce que c'est parfois très difficile de garder une vue objective de nos réussites et de notre avancée, ou de nous rendre compte de nos erreurs et de les analyser pour pouvoir les corriger ou réorienter notre chemin. Au lieu de se reposer uniquement sur soi, un des meilleurs moyens de garder une perspective positive sur notre parcours pour éviter une perte de motivation, c'est de faire appel à un coach ou à un mentor. Surtout si celui-ci est passé par les étapes que tu vas devoir franchir et a atteint les objectifs que tu t'es fixés. Non seulement il saura te guider et t'aider à construire un plan précis et personnalisé, ce qui renforcera déjà ta confiance dans le processus, dans le plan d'action, mais en plus, être suivi par un coach, ça te permet généralement d'exploiter le pouvoir de la persuasion sociale, qui constitue le 3e facteur du sentiment d'efficacité personnelle selon la théorie d'Albert Bandura. Quand tu as quelqu'un de compétent et d'expérimenté à tes côtés, qui t'encourage et qui croit en toi, ça booste ta confiance en toi. Et pour que ça marche, c'est vraiment important d'être suivi par une personne qui a de l'expérience et une crédibilité dans le domaine dans lequel tu souhaites progresser et qui a effectué le parcours que tu suis, pour que tu puisses avoir confiance dans sa méthode, mais aussi dans son jugement sur tes capacités. Parce que si tu demandes à tes amis ou à ta famille d'estimer tes chances d'atteindre ton objectif, tu auras probablement assez peu confiance en leurs encouragements parce que l'avis de tes proches est souvent assez subjectif. Parce qu'ils veulent pas te froisser, ils veulent pas te démotiver, te décourager. Mais aussi parce qu'ils ont probablement aucune idée des exigences de ce que tu souhaites accomplir, des efforts et du travail que ça demande, sauf s'ils ont vraiment accompli ce que tu souhaites accomplir. Un coach ou un mentor, il te communiquera aussi régulièrement les points à améliorer et il pointera tes erreurs ou les écueils auxquels tu risques de te heurter. Et il te montrera des solutions pour les corriger ou les éviter. Et ça te permettra de rester sur le bon chemin et de progresser plus rapidement. Mais il saura aussi souligner tes points forts et tes réussites et t'indiquer les choses que tu fais bien et les progrès que tu vois pas, pour que tu restes conscient de tes expériences actives de maîtrise et pour t'empêcher de te laisser abattre par tes éventuelles erreurs. C'est vraiment un soutien essentiel si tu as tendance à être négatif ou trop dur envers toi-même, à te soucier démesurément de tes erreurs et à occulter tes points forts et ton évolution quotidienne. Voilà, on est arrivé au bout de la liste pour aujourd'hui. On a vu que la confiance en nos capacités ou notre sentiment d'efficacité personnelle, c'est un élément essentiel pour nous pousser à passer à l'action et à entretenir notre motivation lorsqu'on veut atteindre les objectifs qu'on se fixe. Je t'ai présenté les 4 facteurs qui influencent notre sentiment d'efficacité personnelle définis par Albert Bandura: les expériences de maîtrise, l'expérience vicariante ou apprentissage par imitation de modèles, la persuasion sociale et l'état physiologique et émotionnel. Et à partir de là, je t'ai donné 10 techniques ou perspectives auxquelles tu peux recourir ou que tu peux adopter, non seulement pour rehausser ta confiance en tes capacités, pour te donner l'élan suffisant pour enfin entamer tes projets ou ton parcours vers tes objectifs, en t'attaquant à ton manque de compétences, qu'ils soient réels ou imaginés, mais aussi pour entretenir ta confiance une fois ton chemin entamé et persister malgré les difficultés, les erreurs, les obstacles que tu rencontreras inévitablement sur ton chemin. On a vu que tu pouvais mettre à niveau tes connaissances théoriques, définir le processus et les systèmes à suivre, accepter l'incertitude, rassembler des preuves de tes compétences transversales, trouver des modèles à émuler, saisir le pouvoir de la visualisation, considérer tes doutes et tes peurs comme des occasions de démontrer ton courage, célébrer chacun de tes succès et progrès, considérer tes erreurs comme des occasions d'apprendre et solliciter des avis et des commentaires constructifs. Il ne faut pas non plus que tu vois ces techniques ou propositions comme une méthode qu'il faudrait suivre pas à pas. Tu peux et tu devrais même faire appel à plusieurs de ces techniques en même temps. Certaines se renforcent et s'informent mutuellement. Par exemple, en prenant un coach, tu vas pouvoir non seulement améliorer l'élaboration de ton plan d'action, mais aussi avoir directement accès à un modèle qui a accompli ce que tu souhaites accomplir. Et il t'aidera aussi à garder une perspective positive et adaptée tout au long de ton parcours en te montrant que tes erreurs ne sont pas des condamnations de ton projet et en mettant l'accent sur tes progrès à chaque étape de ton parcours. Donc, ne suis pas nécessairement ces techniques dans l'ordre, choisis celle qui te parle le plus ou celle qui te semble le plus appropriée en fonction de ta situation. N'hésite pas à expérimenter pour trouver ce qui t'est vraiment le plus utile à toi, dans ton cas. Et bien sûr, garde aussi à l'esprit que le manque de confiance en ses capacités, il peut avoir des causes très variées. Et une perception mal ajustée de tes compétences, elle peut être ancrée dans des causes beaucoup plus profondes, comme des expériences traumatiques vécues dans l'enfance ou des problèmes psychologiques sous-jacents. Et dans ces cas, les techniques que j'ai énumérées dans cet épisode, elles suffiront pas. Il faudra sans doute recourir à des interventions plus spécialisées et adaptées, comme un suivi psychiatrique ou une approche thérapeutique plus approfondie.
Mais dans la majorité des cas, en appliquant tout ou partie de ces techniques, tu devrais déjà pouvoir rehausser ton sentiment d'efficacité personnelle et au moins réussir à enfin te lancer dans ton projet ou sur la voie de tes objectifs et arrêter de les repousser indéfiniment par manque de confiance. J'espère qu'avec cet épisode, tu te sens un peu mieux armé pour faire face à tes doutes, à tes incertitudes et à ta peur de te lancer dans tes projets et sur la voie de tes objectifs. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire ce qui t'a semblé le plus utile et quelle technique tu vas appliquer dès aujourd'hui pour essayer de gagner confiance en tes capacités. Parce que c'est super d'écouter des podcasts de développement personnel, mais ça sert strictement à rien si tu passes pas à l'action. Alors investis-toi tout de suite en choisissant une action que tu peux prendre aujourd'hui pour travailler sur ton manque de confiance. Et si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à mettre 5 étoiles ou un j'aime pour me soutenir. Et si tu penses qu'il pourrait être utile ne serait-ce qu'à une personne, je t'encourage aussi à le partager pour améliorer sa diffusion et aider toujours plus de personnes. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'investis énormément d'énergie et de temps dans la préparation de ces épisodes, donc ton soutien et ton attention comptent énormément pour moi. Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!